Aujourd'hui, je vais vous parler du Shooting Star. Vous allez découvrir la mise au point de cet avion, les protos, les avions de pré-série, les problèmes et les solutions de la mise au point, les avions de série, la guerre de Corée, les ventes à l'export. Et à la fin de cette vidéo, vous serez incollable sur la machine, ça va décoiffer. En 1939, Clarence Leonard Johnson, alias Kelly, et Hall Livingston Hebar ont chargé Nathan Price de concevoir un moteur à action. Alors, concevoir un moteur à action, c'est super cool, mais il faut un avion autour, sinon ça n'a aucun intérêt. Coleman, Frost, Hopkins et Johnson ont pour mission de construire l'appareil. Il en sort le L-133. Les performances annoncées sont extraordinaires pour l'époque, puisqu'on annonce 1005 km/h à 15 000 mètres. La Seconde Guerre mondiale est commencée depuis quelque temps, et lorsqu'ils présentent leur projet aux représentants de l'armée américaine, ils vont recevoir un refus. Alors pourquoi? Car l'avion est trop révolutionnaire et l'armée préfère un matériel plus classique et qui a fait ses preuves. Alors les choses en restent là jusqu'au 17 juin 1943. Ce jour-là, à Whitefield dans l'Ohio, le colonel MS Ross et M. Johnson assistent aux évolutions d'un nouveau modèle de P-38. Ils apprennent que Bell Aircraft a fait voler le 2 octobre 1942 le Hera Comet. Ils sont avertis des performances de l'avion, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. La vitesse est proche du P-38, donc ça n'a aucun intérêt. Le colonel Ross se rappelle que Johnson avait proposé un avion à réaction. Ce dernier lui dit « Mais pourquoi vous n'essayeriez-vous pas de concevoir un chasseur autour du réacteur de Havilland que les Anglais nous ont promis ?» Johnson récupère les caractéristiques du réacteur et il se met à travailler. Johnson a le feu vert de Robert Gross, que vous voyez ici en photo, qui n'est autre que le patron de Lockheed. Robert Gross est le président de Lockheed de 1934 à 1956. Il avait, avec son frère, Cortland, racheté avec son groupe d'investisseurs la Lockheed Aircraft Company à la Detroit Aircraft Corporation, en faillite à cette époque. Elle devient ainsi Lockheed Aircraft Corporation. En une semaine, oui, vous entendez bien, en une semaine, après avoir repris ses travaux, il présente à l'état-major de l'armée de l'air américaine son projet. Il fait une présentation détaillée et conclut par « Nous le construirons en 180 jours ». Alors là, l'état-major lui répond « D'accord, mais dites-nous seulement quand débutent les 180 jours ». Et à ce moment-là, il répond « Quand vous voudrez, aussitôt que vous me donnerez une lettre d'intention ». Alors, le général lui répond « Aujourd'hui le numéro 1 ». Et vous aurez la lettre d'intention cet après-midi. Nous étions à ce moment-là le 23 juin 1943. Alors, pour tenir le pari, il faut recruter du monde. 128 personnes réparties de la façon suivante, 23 ingénieurs et 105 ouvriers se mettent au travail. Et en fait, dès qu'ils rentrent chez Lockheed, la sélection est rapide, on prend les meilleurs ingénieurs et tout ce travail d'arrache-pied. Il devient officiellement le XP-80, mais pour l'équipe de Johnson, il va porter le surnom de Lulubelle. Afin de réussir en 180 jours un planning de travail est mis en place, on travaille 10 heures par jour, 6 jours sur 7, le dimanche est chômé pour éviter le surmenage. Ainsi, et l'armée américaine fournit en 6 jours les armes de bord, les pneumatiques, les instruments de bord et divers organes. Le problème, c'est que l'absence du réacteur de Havilland HE Goblin de 997 kg de poussée va poser un problème puisqu'on n'a pas le moteur. Et il est enfin livré 7 jours seulement avant la fin de l'assemblage. Là, on a une grosse frayeur. Car on ne peut pas monter dans le fuselage. Il faut donc modifier la cellule. Donc, supplément de masse de 7 kg. Comme le poids est un ennemi, c'est donc une contrainte supplémentaire. Le XP-80 se trouve désormais à 2,7 kg au-dessus du poids contractuel. Dans la nuit du 11 novembre, donc le 139e jour, Lulubelle est convoyée par camion jusqu'au Muroc. De nos jours, elle porte le nom d'Edwards AFB. AFB pour Air Force Base.
Dès son arrivée, on va procéder aux essais de points fixes. Et lors du 143e jour, l'US Army Air Force déclare le XP-80 bon. Dean Bristow, l'ingénieur de De Havilland, détaché chez Lockheed, procède aux essais moteurs au point fixe. Mais dès qu'il atteint 8000 tours minute, les entrées d'air s'effondrent sur la pression et des morceaux de métal sont aspirés par le réacteur. Il faut donc réparer le moteur. Johnson, s'il veut réussir son pari, doit mettre les bouchées doubles et là, tout le monde travaille, même le dimanche. Mais lors du démontage, on constate qu'il y a une crique d'une dizaine de centimètres dans une aube de compresseur. Et on en conclut que le moteur est hors d'usage. Alors on commande un nouveau moteur en Grande-Bretagne, il va arriver par bateau, mais le 23 décembre 1943. Il fait très froid le 8 janvier 1944 à Muroc. Lulubelle attend le moment fatidique. Lulubelle a un autre surnom, Green Ghost, le fantôme vert, à cause de sa couleur. Le pilote d'essai est Milo Burkham, né en 1903. Il meurt en 1944. Il se tue dans un accident lors du premier vol du troisième prototype d'XP-80 de présérie. En effet, le système d'alimentation en carburant de l'avion tombe en panne. Alors Johnson lui dit, parce que Lulubelle, c'est un nom féminin, donc quand Johnson parle de l'XP-80, c'est qu'il prend un prénom féminin et il parle de l'avion au féminin. Donc il dit au pilote d'essai, faites-la seulement voler Milo. Essaie de voir si c'est une dame ou une sorcière. Au moindre incident, tu ne te poses pas de questions, tu te poses. À partir de maintenant, elle est à toi et sois gentil avec elle. 9h10. L'avion démarre, le bruit du gobelin s'intensifie, je vous fais écouter le bruit. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ça fait quand même beaucoup de bruit. Alors, l'avion se met à rouler, il accélère et il décolle. Burkham effectue un virage ascendant et il constate que les ailes se mettent à vibrer. Il se pose immédiatement. Et Burkham, dès qu'il se pose, dit à Johnson, « J'ai peut-être été un peu trop prudent. Elle réagit bizarrement aux ailerons. » Et Kelly Johnson lui répond, « C'est sans doute cela. N'oublie pas que la démultiplication des efforts est dans un rapport de 1 à 15. » Cette fois, pour le deuxième vol, c'est un vol sans histoire. Le pilote pousse l'avion, il veut voir ce qu'il a dans le ventre. Il fait un passage bas au-dessus de la piste, puis quelques figures de voltige, piquets, virages, tonneaux, etc. Il atteint même les 788 km/h. Le vol a duré 18 minutes. Et le bilan de ce vol, incident, les volets se rétractent partiellement lors de l'approche. Alors, donc les ingénieurs disent, on va trouver une solution. La solution est vite trouvée, en fait. On prend des vérins de commande plus robustes, tout simplement. Lors du troisième vol, le 13 janvier 1944, les officiels sont présents, ils sont enthousiastes et souhaitent avoir rapidement cet avion dans les forces. Évidemment, pendant la mise au point de cet avion, il va y avoir des problèmes et des solutions, je vous en montre quelques-unes. Problème 1, le réacteur Goblins est peu disponible en grande quantité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Un réacteur General Electric. En effet, General Electric est en train de lancer une production d'une version modifiée du moteur Wilt, le I-40, l'équivalent du J-33. Alors, on a le réacteur, c'est super. Problème, le moteur est plus gros que le réacteur Goblins. Solution, on modifie la cellule tout simplement. Johnson modifie l'appareil en 132 jours. Il devient ainsi le XP-80A. Donc, qu'est-ce qu'il a le XP-80A? Une grande envergure. On passe de 11,85 m au lieu de 11,28 m.
Le fuselage est allongé, on passe de 10,51 m au lieu de 10 mètres. Un train d'atterrissage renforcé, une nouvelle dérive. Et on passe de 4039 kg à 6242 kg. Il est baptisé le fantôme gris, Red Ghost, à cause de sa couleur. Lors du 139e vol, Tony Levier, pilote d'essai, atteint les 936,5 km/h à 12 000 mètres. Nouveau problème, il fait 85 degrés dans le cockpit. Pourquoi? Car une valve envoyait directement de l'air chaud provenant du moteur. Le deuxième prototype, Silver Ghost, fantôme d'argent, du fait de son absence de peinture, fait son premier vol le 1er août 1944. Il est important que le réacteur soit bien alimenté. Alors on a plusieurs solutions. Soit on fait une entrée d'air frontale, comme le Gloster Whittles E28-39 britannique que vous voyez ici en photo. Ou alors, on fait une entrée d'air latérale. C'est l'entrée d'air latérale qui est choisie, choix qui ne sera pas retenu pour d'autres avions comme le F-86, le MiG-15 ou l'Ouragan, voir ma vidéo sur le sujet. C'est étonnant car malgré un rendement moindre dû à des pertes de charge dans la manche à air coudée, par contre, leur présence a amélioré le nombre de mâts critiques au niveau du raccord aile-fuselage. Le dessin du nez était facilité et procurait une meilleure visibilité aux pilotes. Comme vous pouvez le voir ici, je vous ai encadré la visibilité à l'avant de l'appareil. Et les gaz des armes logés dans le nez ne risquaient pas de perturber l'arrivée d'air. Donc le nez, l'armement, vous le voyez en bas à droite de cette slide. Aux faibles vitesses, du fait de la couche limite générée par le fuselage, l'écoulement d'air devenait instable et provoquait des oscillations longitudinales de l'avion de 1 à 20 degrés avec la fréquence de 2 secondes. C'est le phénomène de snacking que je vous ai déjà évoqué lors de la vidéo sur l'ouragan. Les vibrations dans les ailerons à Mach 0,8 étaient ce problème. Autre problème, la distance de décollage. La montée en puissance du réacteur était longue, donc il fallait une longueur au décollage plus longue. Donc, on réfléchit à une idée, les ingénieurs chez Lockheed ont pensé faire un système d'injection d'eau. Cette injection se traduit par une augmentation de la poussée de 28%, mais à 4000 mètres, problème de givrage. En effet, l'eau gèle. Eh bien, on va essayer de trouver une solution. Et la solution est la suivante. On fait un mélange d'eau et d'alcool de 50%. Le gain de poussée n'est que de 14%. En effet, l'air nécessaire à la climatisation et à la pressurisation du cockpit était prélevé sur le réacteur. Vous savez, tout à l'heure, quand je parlais des 85 degrés. Au moment de la mise en action du système d'injection, le pilote risquait de respirer des vapeurs d'alcool. Il a donc fallu faire une interruption du prélèvement d'air pendant le fonctionnement du système d'injection. Une étude sur la peinture soignée a été faite pendant 2 ans. Le but, c'était de gagner 12 km/h. Pendant cette campagne d'essai, qui va durer 2 ans, sur la peinture et le revêtement, mais en unité, on s'aperçoit que la belle peinture était mise à mal par le sable, la pluie, les chaussures de mécaniciens, etc. La peinture devenait tellement rugueuse que les avions peints étaient plus lents que les avions non peints. La solution est toute trouvée, supprimer purement et simplement la peinture. Les réservoirs, 8 types de réservoirs sont testés et la solution retenue est un modèle accroché sous l'extrémité d'aile que vous voyez ici. La traînée de l'avion n'augmentait que de 12% contre 27% avec des bidons de P38 Lignite. La présence de 6 armes dans le nez mettait en cause la structure de l'avion. Il fallait éviter les risques de corrosion sur le moteur dû au gaz. Vous voyez ici en photo, côté gauche et côté droit, l'armement sur le P80.
Lors de la campagne de tir du 56e Factor Group, le tir air-sol, on a 55% de coups au but et le air-air, 37% de coups au but, ce qui est très très bien pour l'époque. Un contrat fut donc signé, suivi d'une commande de 40 avions, car nous sommes encore durant la Seconde Guerre mondiale et les avions à réaction allemands sont donc plus en plus nombreux. Je vous invite à vous reporter au FANA de l'aviation d'octobre 2023 où le FANA évoque le ME-262. La production, donc là vous voyez une chaîne de montage de P-80, donc Nord-Americans va être amené à fabriquer l'outillage pour la construction de l'avion et Lockheed la production en masse. Avec une cadence qui était prévue, vous l'entendez bien, de 30 avions par jour, c'est énorme. Le premier vol, en septembre 1944, du YP-80A, mais le constructeur ne fabrique pas assez vite et donc l'avion ne participe pas à la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, quelques YP-80A furent envoyés en Europe à des fins d'évaluation opérationnelle dans le cadre du projet d'extraversion. En effet, le 4e, 5e, 6e et 7e YP-80A sont envoyés en Europe, 2 à la 15e Air Force en Italie et 2 en Grande-Bretagne. En fait, le but était de montrer que nous aussi, les Alliés, les Américains, on était en mesure de fabriquer un avion à réaction. Car en face, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il commençait à avoir des ME-262 et d'autres avions à réaction. C'était un peu pour remonter le moral. Mais malheureusement, le 28 janvier 1945, le 44-83026, donc le YP-80A, prend feu en vol. L'avion est désintégré et s'écrase à Bolt, près de Welt, dans le Cheshire, à midi 1. Son pilote, le major Frédéric Austin Barzodi, que vous voyez en bas à gauche de la slide, a été tué. Et à droite de la slide, c'est l'épave de l'avion. Ça va être un véritable tour de force, les avions de série. Du 11 février au 8 mai 1945, 300 J-33 sont livrés chez Lockheed. Et de février à décembre 1945, 588 avions seront produits, sortis de chaîne. 3 YP-80A de pré-série sont livrés. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, une partie de la commande est annulée. 3083 machines quand même. Pour la motorisation, le premier P-80A sont motorisés par des J-33 GE9 de 1744 kg de poussée, puis à partir du 30e, le GE11 avec 1812 kg de poussée, et les derniers, le GE21 avec 2355 kg de poussée. Une nouvelle version voit le jour, qu'on va appeler le P-80B. D'ailleurs, un certain nombre de A sont transformés en B, mais en gardant l'aile d'origine du A. Alors, les ailes sont plus fines, le réacteur a un... Autre problème, accidents nombreux. D'octobre 1944 à septembre 1946, 61 accidents. Alors, les causes sont doubles. 1, le pilotage, car les pilotes avaient pas trop l'habitude de voler avec des avions à réaction, puisque nous sommes au début, et aussi la fiabilité du réacteur. Là encore, nous sommes dans le début de l'ère à la réaction. En ce qui concerne les records, il y en a eu plusieurs, mais je vais vous en parler d'un en particulier. C'est le P-80 numéro 44-85200 qui est transformé. On lui met un réacteur J-33 à 19. Les ailes sont raccourcies, petite verrière. Peinture soignée. Il est désigné XP-80B, puis XP-80R, et le pilote est le célèbre colonel Albert Boyd. Là, vous le voyez en train de passer pour faire son record. Là, vous le voyez à la descente de l'avion. Et il va atteindre 1003,811 km/h. Cette photographie du XP-80R montre le pare-brise et la verrière réduite.
Les bords d'attaque et ailes sont redessinés et les prises d'air à moteur sont à faible traînée conçues par NACA. On le voit très bien ici. Une nouvelle version voit le jour, le P80C, c'est un réacteur J33A35 de 2446 kg de poussée, renforcement de la voilure afin d'augmenter la capacité d'emport. La production, entre 1948 et 1949, 798 P80C sont construits. Lors de ma vidéo sur l'ouragan, un auditeur me fait remarquer que je me suis trompé car j'ai écrit et dit Lockheed F80. Or, c'est un P80. Alors cet auditeur avait tort. En effet, à compter du 11 juin 1948, le P80 devient F80. Le P de poursuite est remplacé par le F de fighter. Voilà pourquoi j'évoque le F80 et non le P80, car pour l'ouragan, nous sommes en 1949. Alors, je vais vous faire grâce de citer toutes les unités de l'US Air Force qui vont avoir comme monture le F80. En tout, l'appareil équipe 43 squadrons de l'US Air Force et 23 squadrons de Air National Guard. Ici, en photo, vous avez un F80 aux couleurs de l'Air National Guard. La marine a eu aussi des F80 54 sous l'appellation de T0-1 ou TV1. Les essais sont concluants pour la version reconnaissance. Alors on va prendre un prototype, puis un deuxième, donc le XYP80A. Le F80A aussi devient XFP80A et l'appellation FP-80A va devenir RF80 le 11 juin 1948 comme je viens de l'évoquer. Les essais sont concluants et la commande de 152 exemplaires est signée. Comme pour la plupart des avions de reconnaissance, on retire l'armement et on le remplace par des appareils photographiques. Donc là, vous voyez la petite verrière dans le nez de l'avion qui permet aux appareils photo de prendre les photos. Il va y avoir une version d'entraînement. En août 1957, une cellule de F80C est prélevée de la chaîne de montage. Elle est transformée en version biplace d'entraînement. Le fuselage est allongé de 97,8 cm. L'armement est supprimé et la capacité de carburant réduite. Le TF80C, que vous voyez ici en photo, vole pour la première fois le 22 mars 1948 et le 5 septembre 1949, il change le nom et devient T-33 Tybird. En tout, 5879 T-33 Tybird fut construit. À ce sujet, il manque un livre digne de ce nom dans la langue française sur cet avion. Si un auditeur prépare un livre, je serais ravi de l'acheter. Il y a eu des avions qui étaient destinés aux essais dangereux, des vrilles, piquer, servir de cible, comme on peut le voir dans la série des années 80 de Supercopter, soit d'effectuer des prélèvements dans les nuages radioactifs lors des essais nucléaires. Ils étaient guidés soit depuis le sol, soit depuis un autre avion équipé pour cela, comme le DF-80A. Le NF-80C 47-171 a la particularité d'être construit entièrement en magnésium. Un XF-80E a été transformé pour un pilotage couché. Alors je suis désolé, je n'ai pas de photo de cet appareil. Et il y a eu d'autres prototypes d'avions bizarroïdes, on va dire, pas de prototypes, mais d'avions bizarroïdes. Un qui avait été muni d'un canon lance-roquettes, un autre équipé d'un moteur, un Rolls-Royce NEM, comme on a sur l'Ouragan, un système pouvant lui permettre d'être remorqué par un bombardier à proximité du lieu de combat, et puis deux exemplaires qui ont reçu des statoréacteurs marquoirs au bout des ailes. Donc là, vous en avez un des deux en photo. En ce qui concerne la description technique, il est entièrement métallique, semi-monocoque et se présente en trois parties. Le nez elliptique, et dans le nez, il y a la radio, l'armement, que vous voyez ici avec des flèches bleues pour l'armement, un train d'atterrissage avant, mais qui se rend vers l'arrière, et il possède deux phares d'atterrissage. Le fuselage, quant à lui, il a un réservoir de 2487 litres,
une entrée d'air, un poste de pilotage et un réacteur. Le poste de pilotage, classique, tableau de bord, collimateur K14, pare-brise blindé et dégivré, alimentation d'oxygène de 4 heures à 12 000 mètres. Pour le F-80C, il est équipé de plusieurs moteurs d'Allison, du J33 à 23 au J33 à 35. La section arrière du fuselage, elle était entièrement détachable, facilite la maintenance et le démontage du réacteur. En effet, 20 minutes, oui, vous entendez bien, 20 minutes, est le temps nécessaire pour retirer le réacteur. En ce qui concerne la guerre de Corée, le 27 juin 1950, un bombardier Ilyushin IL-10 nord-coréen bombarde l'aérodrome de Kimpo. L'aérodrome de Kimpo, c'est ce que vous voyez en photo à gauche de la slide. 4 F-80C du 35e Fighter Squadron vont abattre 4 assaillants. Les dates un peu marquantes de la guerre de Corée, le 28 juin 1950, c'est la première reconnaissance avec un avion à action. Le 1er juillet 1950, 365 F-80 sont déployés dans la zone des combats, dans la zone de la guerre de Corée, sur le théâtre. Et le 1er novembre 1950, lors d'une attaque au sol, un F-80 est abattu par la DCA. Malgré que le MiG-15 soit supérieur au F-80, il va y avoir le premier combat aérien entre jets le 8 novembre 1950. Mais le manque d'expérience des pilotes des MiG fait que la première victoire revient au lieutenant Russell Gene Brown qui abat un MiG-15. Au fur et à mesure du temps, les MiG étaient de plus en plus nombreux et la DCA coréenne de plus en plus meurtrière. Au fil de temps, il a fallu faire escorter les F-80 par des groupes de F-86 Sabre. Ils furent ensuite retirés du service d'opération. On compte plus que 3 groupes et une escadrille à la fin des années 50, et en juillet 1953, un wing de reconnaissance. Le bilan de la guerre de Corée est 98 515 sorties, soit 35% des sorties de l'US Air Force, 58 avions ennemis détruits, 6 MiG-15, 31 divers, 21 au sol, 37 victoires probables, 57 autres avions endommagés, 33 266 tonnes de bombes larguées, 8 327 tonnes de napalm et enfin 80 935 roquettes de tirées. Mais cela a un coût. 143 F-80 perdus au combat, 14 en combat aérien, 113 par la DCA. La DCA est aussi meurtrière que la flak allemande durant la Seconde Guerre mondiale. 16 avions sont abattus ou, pour diverses raisons, problèmes, etc., donc s'écrasent, soit 23% des pertes totales américaines. Je vous fais grâce de lire tous les pilotes victorieux qui ont eu entre 4 et 1 victoire, mais vous pouvez penser au lieutenant-colonel Samway, le lieutenant Wen, le lieutenant Brown, le lieutenant Burns, etc. Alors j'ai écrit lieutenant LTN, lieutenant-colonel LCL, parce que je suis terrien et dans l'armée de terre, on écrit lieutenant LTN, lieutenant-colonel LCL et capitaine CNE. Je m'en excuse auprès des aviateurs de l'armée de l'air. Le F-80 va être vendu à l'export, au Brésil, au Chili, à la Colombie, à l'Équateur, au Pérou et à l'Uruguay. Le Brésil, ils vont avoir 32 F-80C. Cette unité qui va les percevoir est une unité qui a vocation à former les jeunes pilotes qui sortent d'école. Ils sont rentrés en service en août 1973 et ils sont facilement reconnaissables à leur insigne représentant une carte à jouer. Pour le Chili, 18 F-80C, ils rentrent le 1er janvier 1958. C'est le dernier pays à les utiliser. Ils sont retirés du service en décembre 1974 au profit d'un avion qui s'appelle le Cessna A37B Dragonfly. La Colombie, quant à elle, est équipée de 16 F-80C dès 1958, mais en 1964, le coût très élevé de leur maintenance fait qu'ils sont restitués aux USA. L'Équateur, eux, vont utiliser 16
F-80 en juin 1958, mais en 1965, la dizaine d'exemplaires sont retirés aux USA. Le Pérou, 16 F-80C, retrait en 1973. L'Uruguay va utiliser 14 F-80, début 1958. Elle va être utilisée avec des T-33 et des T-6G. Un petit récapitulatif, 1731 machines sont construites. Alors, si vous le souhaitez le faire en maquette, il existe plusieurs marques qui ont fait le F-80. Donc vous avez Monogram, vous avez Hobbyboss, vous avez Airways, etc., etc. Alors, si c'est plus la simulation, vous pouvez voler avec sur Flight Simulator, sur DCS, sur War Thunder, plusieurs possibilités. Et si vous le souhaitez l'admirer, vous pouvez le voir, mais de l'autre côté de l'Atlantique, il n'y en a pas en France ou en Europe, donc il y en a dans plusieurs musées, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Alors mes sources, le Lockheed F-80 Shooting Star de Monsieur Pelletier, alors c'est un petit fascicule, mais qui est très bien fait. Il y a les deux Airfan aussi, très intéressants, que vous voyez ici en photo. Il y a Migalé, et puis le fanat de l'aviation que je vous ai parlé du mois d'octobre 2023.